Nous sommes le 5 novembre, nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78 et dans l'actualité yvelinoise, le projet de piste de ski couverte à Elancourt reporté, voire même abandonné après l'annonce du premier vice-président de l'agglomération, Jean-Michel Fourgousse. Sur cette antenne hier soir, les opposants expriment leur soulagement mais aussi leur méfiance. À Montigny-le-Bretonneux, le cinéma UGC vient de souffler ses 10 bougies. Nous reviendrons sur la soirée anniversaire d'hier en présence des élus locaux et du PDG de la société. Et puis un événement 100% culinaire, Goût d'Yvelines débute ce week-end. Yvelines Tourisme invite le public à découvrir la richesse du territoire avec une série de rendez-vous. Sa directrice est l'invitée du journal. Elle est accompagnée de Simone Zanoni, le chef du 2 étoiles, Gordon Ramsay, au Trianon à Versailles. Des agriculteurs en colère pour débuter. Ce mercredi, toutes les chambres d'agriculture régionales, dont celle du Chesnay, étaient fermées afin de participer à plusieurs manifestations. En cause, le projet de loi de finances du gouvernement qui prévoit de créer un fonds national de solidarité et de péréquation, un dispositif alimenté par les fonds de roulement des chambres. Christophe Hilleret, président en Île-de-France, parle d'un vol organisé par l'État qui met en péril tout simplement leur avenir. Il n'y aura finalement pas de piste de ski à Elancourt, en tout cas pas pour l'instant. Le projet de ski-dôme défendu par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a été gelé en raison tout simplement d'un manque de visibilité sur les finances. Il n'est pas question qu'on expose aujourd'hui les finances de la Casquie à cette expérience-là. Donc quand l'État réouvrira les vannes, on redémarrera ce projet. On ne fait pas des promesses, on n'engage pas des gens si on n'a pas l'équilibre budgétaire dès le départ. Or, on ne l'a pas aujourd'hui. C'était mardi soir sur TV Fil 78. Le vice-président en charge des finances à l'agglomération, maire d'Elancourt, annonçait l'arrêt du projet Ski-Dôme sur sa ville. Un projet qui devait voir le jour au sommet de la colline, point culminant de l'Île-de-France, et pourtant défendu ardemment ces dernières semaines. Ça ne sert à rien de s'emballer sur un projet qui ne date pas d'il y a quelques jours, qui date déjà depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années déjà que les équipes, les anciennes majorités d'ailleurs de la communauté d'Aglo, même de la ville de Elancourt, ont travaillé sur des projets d'aménagement de la colline. Le ski-dôme aussi n'est pas arrivé comme ça par enchantement. Ça fait aussi plusieurs années que l'on en parle. Ce qui est clair, c'est qu'avec Jean-Michel Fourgousse, on n'a jamais validé un projet. On veut au contraire avoir un opérateur qui nous garantisse plein de choses. Aujourd'hui, les garanties n'étant pas là, il est hors de question qu'on continue à débattre. On va continuer à travailler, mais avec, je veux dire, plus de temps. Moi, je veux dire que le ski-dôme se fasse ou se fasse pas, il va falloir aussi qu'on regarde l'équilibre de nos comptes. Et les opposants au ski-dôme de se satisfaire de la situation, au Parti socialiste notamment pour la section élancourtoise. On évoque une prise de conscience de la réalité, mais on se dit aussi méfiant. Geler ne veut pas dire abandonner. Le collectif des Amis de la Revanche partage ce point de vue. Je suis content que M. le maire ait enfin reconnu que nos arguments sont bons. Ce projet n'est pas équilibré au départ, il est mal ficelé, il est abandonné. Pas encore, il est seulement gelé. Évidemment qu'un projet démesuré est difficile à équilibrer. C'était le cas du projet de snowboard. Si nous avons un projet plus humble qui permet simplement d'accéder à la colline, de faciliter l'accès, de créer des chemins, d'entretenir l'existant, on arrive à un projet qui est tout à fait dans nos moyens. Quand on étudie le budget de la Casquie, alors évidemment 5 millions c'est beaucoup, évidemment 50 millions c'est énorme, mais avec quelques prestations d'entretien, il me semble possible de permettre l'accès à tous de la colline. L'idée d'une piste de ski couverte a déjà été évoquée à de nombreuses reprises ces 30 dernières années. Pour le moment, aucun autre projet n'est avancé sur la colline d'Elancourt, qui devrait donc rester encore quelques temps en friche. La section Europe Écologie de Saint-Quentin-en-Yvelines qui se satisfait aussi du gel de ce projet et qui évoque une victoire de la mobilisation citoyenne. Elle demande maintenant qu'un arrêt définitif soit prononcé. La sénatrice PS des Yvelines, Catherine Tasca, qui dénonce une habitude d'emploi fictif chez certains sénateurs. C'était sur l'antenne de Public Sénat aujourd'hui. Une petite phrase visant à pointer du doigt l'absentéisme qui règne au sein de la Chambre haute du Parlement. L'ancienne ministre demande au président Gérard Larcher de s'attaquer à ce problème. Ce dernier a répondu qu'il avait demandé la mise en place d'un groupe de travail à partir du 12 novembre jusqu'à la fin du mois de février sur ce sujet, justement. 7e art, l'UGC de Montigny-le-Bretonneux qui fête ses 10 ans. Plusieurs animations pour le public et pour souffler officiellement les bougies. Hier soir, les élus, PDG et invités se sont réunis à Montigny-le-Bretonneux. Catherine Zulato.
Il y a pas mal de films proposés et ouais, c'est très très bon. En plus, ils proposent des films souvent en version originale, donc c'est très bien. J'ai la carte en fait illimitée. Je pense que c'est super bien. J'aime bien les salles, en fait, elles sont assez grandes. En général, c'est un peu cher en fait le cinéma. C'est vrai, c'est pour ça en fait on a pris la carte. L'UGC de Montigny-le-Bretonneux a 10 ans et ce sont ses spectateurs qui en parlent le mieux. Pour cet anniversaire, le cinéma a projeté La famille Bélier avec Karine Viard et François Damiens. Invités de cette séance spéciale, des spectateurs assidus parmi les 300 000 abonnés et des partenaires, ceux qui avaient coupé le ruban 10 ans plus tôt. Pour moi, c'est une date particulière puisque ça a été une des premières inaugurations que j'ai fait en tant que maire. Parce que moi aussi, ça fait 10 ans que je suis maire à quelques jours près. Nous étions au milieu des années 80, parce que ça s'est décidé quand même avant. Effectivement, les multiplex étaient à leur balbutiement. En tout cas, moi, je pensais qu'avec mon prédécesseur, avec Nicolas Bou, nous pensions que c'était quelque chose de tout à fait important pour notre territoire. D'ailleurs, on s'est battu et nous l'avons obtenu. En 10 ans, le multiplex a accueilli 12 millions de spectateurs et 200 équipes de films, des chiffres flatteurs même si l'établissement concède une baisse de fréquentation de 10% en 2013. Il y a une petite baisse de fréquentation actuellement, c'est vrai, parce qu'il y a une conjoncture qui est un petit peu compliquée, puis avec une conjoncture un petit peu locale, avec le centre commercial qui, je pense, nous a fait perdre un petit peu de clientèle. Actuellement, on est dans une conjoncture économique compliquée où les gens doivent arbitrer entre différentes sorties. En ce moment, ils arbitrent avec des loisirs ou aller au cinéma. C'est peut-être un petit peu moins de cinéma en ce moment, peut-être, bien que le nouveau tarif moins de 14 ans nous ait fait beaucoup de bien et amené beaucoup de fréquentation en plus. Et pour attirer encore d'autres spectateurs, le cinéma fait un effort tarifaire. Toutes les places sont entre 4 à 5 euros jusqu'au 14 novembre, avec des avant-premières pratiquement tous les soirs. Nous l'évoquions également dans notre précédente édition, la Chambre régionale des comptes vient de rendre un rapport de 44 pages sur la gestion du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Un rapport qui fait état de 4 recommandations. Et parmi ces recommandations, il est demandé que le théâtre fasse état dans sa comptabilité de toutes les contributions en nature supportées par la CASKI. Car la Chambre régionale des comptes révèle que la subvention versée par la communauté d'agglomération était supérieure d'un tiers à la moyenne observée dans les autres scènes nationales. Pour le nouveau président de Saint-Quentin qui a pris ses fonctions en avril dernier avant le basculement politique, il est temps de remettre à plat certaines choses. Depuis plusieurs années, je suis celui justement qui demandait qu'on puisse examiner ce qui se passait au niveau de la politique culturelle de la communauté d'agglo. Là, c'est quand même un exemple flagrant. Alors, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que Saint-Quentin a voulu un théâtre et Saint-Quentin a voulu son théâtre à tout prix. Donc même quand les autres partenaires ne voulaient pas financer à ce niveau-là, Saint-Quentin dit nous avons les budgets qui vont avec, il n'y a pas de souci, on va compenser les autres partenaires qui ne veulent pas subventionner à la même hauteur que nous. Maintenant, il va falloir aussi que les autres partenaires se mettent au même niveau que nous, ou sinon il va falloir que nous on se mette au même niveau qu'eux. Donc on verra lequel va avoir raison. C'est une nouvelle mesure en application depuis le 1er novembre. L'âge minimum d'inscription pour la conduite accompagnée est descendu de 16 à 15 ans. Le gouvernement met en avant plusieurs objectifs qui sont détaillés dans ce sujet de Yolène Thorez et Patrick Jacques de Dixmude. La conduite accompagnée dès 15 ans, c'est désormais possible. Suite à la réforme du permis de conduire, l'âge minimum d'inscription descend en effet de 16 à 15 ans. C'est mieux de l'apprendre plus tôt parce que comme ça on a plus le temps de s'entraîner. Donc je pense que c'est pas mal. Ça peut peut-être responsabiliser les jeunes à apprendre à conduire mieux. À 15 ans, c'est un peu jeune quand même. Je pense qu'on n'est pas responsable à cet âge-là. Mais bon, après, s'ils sont supervisés par les parents, pourquoi pas. Ça permet de se forger une expérience de conducteur plus tôt. Donc je pense aux États-Unis, il n'y a pas de problème avec ça. Donc je pense pas qu'il y en aura en France. Tous les jeunes qui comptabilisent les 3000 km de route obligatoires aux côtés d'un conducteur expérimenté pourront ainsi présenter l'examen du permis avec 6 mois d'avance sur les autres, dès 17 ans et demi, mais devraient normalement attendre le premier jour de leur majorité avant de conduire seul. L'objectif, faire grimper le taux de candidats passés par la conduite accompagnée qui ont presque 20% de chances de plus que les autres de décrocher le permis du premier coup. Cela permettrait de désengorger les centres d'examen mais aussi de réduire le coût global du permis. Avec une conduite accompagnée tout à fait raisonnable, on va faire entre 20 et 30 heures. Avec du traditionnel, il faut qu'ils prennent le nombre d'heures nécessaires jusqu'à avoir le niveau suffisant. Ça peut être 40, 50, 60. Il faut que ça corresponde à un niveau d'exigence requis pour le permis. Donc là, ça varie en fonction des candidats. Donc vous passez sur des budgets de 1 500 par moment à 3 000, 4 000 euros pour certaines personnes. Aux États-Unis, la plupart des États proposent des programmes de conduite accompagnée dès l'âge de 14 ans,
et en Allemagne dès l'âge de 17 ans et demi. Il est le chef du Gordon Ramsay au Trianon Palace à Versailles, un établissement 2 étoiles fondé par le célèbre restaurateur écossais. Bonsoir Simone Zanoni. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Merci. également à Sylvie Laouna. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes la directrice d'Yvelines Tourisme. Ce week-end débute la 2e édition de Goût d'Yvelines jusqu'au 16 novembre. Les produits du terroir seront à l'honneur. On va se focaliser sur le moment phare. Le lancement de cette opération, ce sera dimanche. Tout d'abord, un mot juste sur globalement l'idée de Goût d'Yvelines. Pourquoi avoir lancé ce rendez-vous l'année dernière ? Alors l'idée, c'était de valoriser les produits locaux des Yvelines. On est dans une région qui est la région Île-de-France, qui est une région très urbanisée, et le francilien n'a pas idée qu'il y a des produits du terroir dans le département. Et l'idée, c'était de les valoriser à travers tout un tas d'animations qui font que l'on vient pour ce moment-là et que si on le rate, on ne reverra plus. Donc voilà, les clients, les visiteurs vont venir découvrir tout ça et revenir ensuite pour consommer et acheter. Fromage, fruits, légumes, foie gras, on trouve de tout dans le département des Yvelines. 952 exploitations, par exemple, agricoles, recensées en 2010 selon la Chambre d'agriculture. Tous ces produits locaux, vous les utilisez dans vos cuisines ? On utilise beaucoup de produits au Trianon, surtout on a un super jardin à côté, le potager du roi. Ça nous permet d'avoir des produits, de travailler des produits surtout des saisons. Comme on a toujours l'habitude de suivre les saisons chaque année, ça nous permet vraiment de trouver des super légumes, des potirons, des choses très intéressantes. Ouais. Et vous serez présent pour le lancement de Goût d'Yvelines dimanche 9 novembre à Versailles, place Saint-Louis, un village avec des ateliers à Versailles, 25 professionnels qui vont pouvoir donner différents conseils. Comment vous allez intervenir ? Alors l'idée, c'est de mettre en valeur un produit qui représente la saison, c'est les potirons. Et on est allé chercher des potirons juste en face et on va mélanger un petit peu un produit versaillaise avec mon savoir-faire un peu italien à la fois. On va créer des tortellini au potiron et à amaretti. On mélange vraiment les deux mondes. Et on va montrer les gens comment faire leurs pâtes, comment faire la farce, comment travailler les potirons, comment choisir les bons potirons. En espérant que ça va plaire à tout le monde. Et après, derrière, il y aura une petite dégustation aussi. Forcément, et je pense que les gens viendront nombreux pour ça. C'est un exercice un peu différent de celui d'opérer dans votre cuisine au quotidien avec vos différents collaborateurs. Vous redoutez un petit peu cet exercice d'être présent face au public ? Non, on a un petit peu l'habitude parce que les chefs de plus en plus, on est un peu obligé à aller à la rencontre des clients, des gens qui viennent manger dans notre restaurant. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un très joli échange entre le public et nous. Ils voient un chef, ils ont beaucoup entendu parler du Trianon, de chez nous, mais pas forcément, ils n'ont mis jamais un visage sur un nom. Et ça permet d'avoir un joli échange. C'est l'occasion aussi de récupérer un petit peu les retours des clients. Il y a des choses qui vous surprennent. Est-ce que les clients sont de plus en plus connaisseurs, justement ? Les clients, déjà en France, et surtout chez nous, ils sont déjà très connaisseurs. Et ça permet aussi d'aller un peu plus loin dans la démarche et pas seulement dire oui, ça me plaît, ça me plaît pas, mais de voir aussi comme un produit quelque chose d'arrêt en fait. Donc vous viendrez pour faire cette démonstration le 9 novembre à Versailles. Une vingtaine de chefs qui seront présents, mais pas que des chefs. Il y aura beaucoup de choses ce jour-là. Comment ça va s'organiser cette journée ? Alors, en fait, il y a un espace chef et c'est là où Simone Zanoni fait sa présentation, enfin sa recette qui pourra être dégustée, mais il y en aura 6 autres. Il y aura le chef du Tremblay sur Maulde, le numéro 3 au Tremblay. Il y aura le chef Thierry Comte du Camélia à Bougival. Il y aura Michel Roth, ancien chef du Ritz, qui est étoilé, ils sont tous étoilés évidemment. Il y aura Gérard Beau, qui est un chroniqueur, chef étoilé international, qui effectue une présentation sur TF1 et qui va aussi faire une recette. Il y a Frédéric Jonot, qui est MOF primeur, qui lui aussi va faire des présentations sur tout un tas de recettes avec des légumes et notamment sur l'espace chef. Michel Roth donc est notre parrain de l'événement. Il va travailler à 4 mains avec Éric Léoté. Éric Léoté, c'est le patron de l'école Le Nôtre. Et comme vous le savez, l'école Le Nôtre, c'est dans le département des Yvelines. Donc voilà un peu tous les chefs qui vont nous accompagner ce jour-là et qui vont faire des démonstrations et proposer aux visiteurs de déguster. Et puis, il y a d'autres choses que l'espace chef. Là, c'est vraiment le cœur de la manifestation, mais on a aussi sous une des tentes dans lesquelles il y a des animations. Je précise que ce sont des tentes chauffées pour ceux qui auraient peur que la température ne soit pas à la hauteur. Il y a la Fédération française de cuisine amateur qui propose que des cuisiniers amateurs fassent des battles. Donc à chaque fois, il y a 3 sessions, ils seront 4.
Ils vont fabriquer des verrines que le public va déguster. Il y aura aussi un jury et il y aura 160 verrines de déguster. Donc avis aux amateurs. Il y a des ateliers pour les enfants. Donc il y en a 3 spécifiquement réalisés pour eux, cupcakes, bûches de Noël et autres. Et un spectacle de dresseuses et montreuses de légumes. Alors ça, c'est pas courant. Donc c'est une comédienne qui présente des légumes en fait qui sont des marionnettes avec tout un tas de jeux de mots sur le légume. T'as la pêche sur les fruits et légumes, t'as la pêche, j'ai la frite. Enfin bon bref, tu me prends le chou, tout ce qui est lié aux légumes et c'est très drôle. On l'a déjà testé cette comédienne et elle fait venir environ 200 à 300 personnes à chaque session. Elle sera là aussi. Donc il devrait y avoir beaucoup de monde dimanche. Voilà, l'idée c'est ça. Il y a même des food trucks très à la mode, donc avec des hamburgers. Ça va venir toute la famille et vous pourrez y passer toute la journée. Vous avez évoqué ces battles d'amateurs, justement, les amateurs qui se passionnent de plus en plus pour la cuisine. En tant que grand chef, vous le vivez comment? Est-ce que c'est positif pour la cuisine, pour la gastronomie, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent non, c'est un petit peu trop, tout le monde pense que c'est facile la cuisine, c'est pas si facile que ça? Non, je trouve que déjà les contests en général de la cuisine est en train de développer énormément depuis les dernières 15 années. Surtout, on regarde déjà dans le contexte familial. Il y a 15 ans, la cuisine était cachée dans petites pièces complètement cachées. Aujourd'hui, c'est plutôt une cuisine américaine, une cuisine ouverte. C'est un partage. La cuisine, c'est moi, comme quand j'ai pas beaucoup de temps à la maison, mais je partage ma passion avec ma famille parce qu'on va au marché de Versailles et après on rentre les dimanches après-midi, on cuisine les repas des dimanches tous ensemble. J'adore ce fait que beaucoup plus de monde s'intéresse à la cuisine parce que c'est une question de convivialité. Vous êtes en charge des cuisines du Trianon depuis 2007. Vous avez été formé avec justement quelqu'un qui a beaucoup démocratisé la cuisine, c'est Gordon Ramsay. Vous avez collaboré avec lui à Londres. Vous avez été primé meilleur chef italien aussi travaillant à l'étranger. Ça, c'était en 2004. Votre passion, elle remonte à quand? Mon passion remonte oh my God, à l'âge que j'avais, je pense, 14 ans, 15 ans. Ça a tout commencé avec ma grand-mère. À l'époque, je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère. Ma grand-mère, nous en Italie, on a des traditions très importantes du repas des dimanches, du Noël. Et c'est vrai que je lui donnais toujours un coup de main à préparer les tortellini, à préparer la poule, la poularde. Et ça fait que dès là, quand j'étais obligé à changer un petit peu mon chemin, et je me suis dit, pourquoi pas la cuisine? Et vous qui avez exercé dans de nombreux pays, vous avez travaillé à Londres, vous êtes italien, vous travaillez en France maintenant, votre cuisine préférée? En fait, la chose sympa, c'est que vraiment, je porte avec moi cette bagage d'expérience qui à la fois c'est italien, à la fois c'est anglo-saxon, à la fois c'est français. Ça permet d'avoir un style de cuisine un peu unique. Il y a un plat en ce moment que vous aimez réaliser? En ce moment, c'est l'époque des gibiers. Alors, on travaille les chevreuils, on travaille les cerfs, on travaille tout ce que c'est gibier. Et ça fait vraiment qu'on ressente ces côtés vraiment hiver. On a envie des chaleurs, on a envie des choses qui sont un peu plus gourmands. On a envie vraiment d'être beaucoup confortable à table. Et si vous nous suivez en direct, il est à peu près à 18h15. Vous devez forcément avoir l'appétit qui commence à être aiguisé. Notre micro-trottoir aujourd'hui, notre question du jour, nous sommes allés vous demander quelle était la recette que vous aimeriez pouvoir réaliser. On vous écoute. Plutôt la tagine. Pourquoi? Parce que c'est des saveurs orientales et c'est bon. Moi, j'aimerais bien savoir faire un carpaccio. Parce qu'en fait, on sent le goût de la viande, vous savez, dans le carpaccio. Et puis, c'est un peu italien. Le bourguignon, disons. Plutôt que de la cuisine japonaise. Parce que je trouve que c'est plutôt agréable à manger. Et pour l'avoir découvert dans plusieurs pays, je trouve ça très, très bon. Le couscous, par exemple. Le tagine, par exemple. Poisson, oui. Pourquoi? Parce que je connais pas du tout. Je sais faire cuire les viandes et tout ça, mais poisson, pas trop. Le poulet basquaise, parce qu'il est pratique, c'est tout en un. Voilà. Et il y a du poulet avec des poivrons, des légumes, enfin bon, mais je ne sais pas trop, j'ai jamais fait. Micro-trottoir signé William L. Donc à l'occasion de Goût d'Yvelines qui débute ce week-end sous l'égide d'Yvelines Tourisme. Votre plat préféré, ou la recette que vous aimeriez maîtriser peut-être? Demandez des conseils au chef en présence. Mon plat préféré, des grands basiques, la blanquette, ce genre de trucs. C'est assez facile l'hiver. Il y a à condition qu'elle soit bonne, bien sûr. Tout le monde se passionne pour la cuisine, tout le monde a son plat préféré, des recettes qu'on souhaite réaliser. Est-ce que la cuisine peut encore évoluer beaucoup? Il y a encore beaucoup à inventer? La cuisine est en constant développement. En fait, la cuisine, elle continue à avancer et se développer avec la société.
Et plus que la société continuera à se développer, et la cuisine va suivre ces sociétés qui, à la fois, il y a 15 ans, c'était une cuisine plus gourmande, plus lourde, plus sucrée. Aujourd'hui, on a une cuisine beaucoup moins sucrée. Ça change tout le temps. Il y a aussi la malbouffe qui s'est beaucoup développée. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant? Parce que C'est tout le monde n'a pas accès aussi à des produits de qualité, parce qu'on ne va pas rentrer dans un débat, mais c'est vrai que tout n'est pas accessible non plus au niveau des tarifs. Mais la malbouffe se développant, c'est pas inquiétant. Pour moi, c'est un grand sujet, c'est un grand problème aujourd'hui, parce qu'en fait, on est mal éduqué. La maléducation au niveau de nourriture est très important. Les gens ils pensent qu'aujourd'hui encore qu'il faut manger de la viande tous les 5-6 fois par semaine, qu'en fait il faudrait vraiment réduire peut-être la quantité de viande, mais moins et mieux. En fait, notre corps il a besoin que de manger de la viande une fois par semaine, comme du poisson une fois par semaine. Moi, à mon cas, je peux faire manger de la viande, un poulet fermier une fois par semaine, qui m'achetait un poulet qui a poussé en 30 jours, tous les jours. Donc consommer moins, mais consommer mieux. Ce sera la conclusion de ce plateau. Merci à tous les deux d'être venus. Rendez-vous dimanche 9 novembre à Versailles, 11h, 17h30 pour le village des ateliers et des producteurs Good Evening. C'est ensuite jusqu'au 16 novembre. Le programme complet est sur le site internet de votre opération qui s'est affiché. Puis le programme, il sera aussi détaillé dès vendredi avec Anthony Reich dans le 7-8 Week-end. Vous serez présente à ses côtés pour en parler. Absolument. Merci encore. Patrimoine toujours après la gastronomie, la commanderie des Templiers à Elancourt. Le premier dimanche de chaque mois, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines propose de découvrir la richesse de ce lieu érigé au XIIe siècle. Nous avons assisté il y a quelques jours maintenant à une visite à deux voies qui mêle histoire et art visuel. D'un côté, une chapelle, un bâtiment des gardes et une ancienne écurie. De l'autre, une exposition temporaire sur le paysage pour 3 artistes en résidence. Le point de départ d'une visite à deux voies de la commanderie des Templiers lorsque le patrimoine trouve un écho dans l'art, lorsque l'histoire du site trouve ses racines dans la richesse naturelle de l'environnement. À l'époque des Templiers, c'était une zone rurale, donc il n'y avait pas toutes les constructions, il n'y avait pas les routes tout autour, vous aviez beaucoup de forêts. Et l'importance du lieu, en fait, tient à son point d'eau. Un ordre templier, enfin un ordre religieux ne va pas s'installer dans un endroit isolé s'il n'existe pas un point d'accès à l'eau pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Loin des villes, les moines trouvaient ici le silence nécessaire à leur prière tout en enseignant l'art équestre, l'art de la chevalerie, bien avant l'urbanisation intensive de ces 40 dernières années. La commanderie de la Ville-Dieu, c'est une dénomination que vous retrouvez partout en France. Et même dans les traces d'archives, on parle de la commanderie de la Ville-Dieu, mais on ne sait pas de quelle Ville-Dieu il s'agit. Les Templiers, ça fait un petit peu rêver. On pense au Grand Maudit, on pense à ce qu'on a écouté au travers des séries télé, au travers des livres, au travers de l'histoire qu'on connaît quand même un petit peu, avec justement ce mélange avec les croisades, le mélange de l'Orient et de l'Occident. C'est joli, c'est bien refait et ça nous redonne un petit peu une idée de ce que pouvait être la commanderie au XIIIe ou au XIVe siècle. La commanderie à Elancourt reste la seule trace de cet ordre religieux militaire toujours visible aujourd'hui en Île-de-France. Rénovée dans les années 70 et 2000, elle ouvre ses portes au public chaque premier dimanche du mois. L'exposition, elle, est accessible tout au long de la semaine. En décembre et en avril, la visite à deux voies sur la thématique des paysages sera déclinée sur celle des saisons. Fin du journal, je vous retrouve demain aux mêmes horaires pour une nouvelle édition. Bonne soirée sur TV Fil avec Kiosque, le magazine de la culture hebdomadaire présenté par Catherine Zulato.